Et donc avant de laisser la parole à Monsieur Alain Juppé, j'invite Hassan à nous rejoindre pour la présentation du billet d'humeur de notre invité. Bonsoir tout le monde, merci d'être venus si nombreux. Un tel démarrage d'année ne peut annoncer que du bon pour la suite de la saison. Et tout cela, on le doit à vous, Monsieur Juppé. Il faut bien dire que votre nom, il claque sur les affiches. Vous êtes l'un des personnages centraux de la droite durant ces 30 dernières années, et vous noterez le double sens de cette phrase. Vous êtes né le 15 août 1945 à Mont-de-Marsan, dans les Landes. Le Moon, comme vous dites. Arrêtez-moi si j'écorche le nom, c'est possible. Vous passez votre enfance et votre adolescence dans cette ville. Vous décrivez cette période de votre vie comme assez solitaire. J'en veux pour témoin ces quelques vers que vous écrivez pour le journal de votre lycée Victor Duruy, le Grelot, sous le pseudonyme Pierre Audalot. Bleu de mon rêve où je régnerai seul, mon ongle impatient sur la carte étrangère, imagine ton nom que je murmure seul. Arbre de solitude et soupli du linceul, que tu me briseras, le triste enchaînement de tout ce vaste monde, au saint isolement, sur mon heure et mes pleurs, quand régnerai-je seul. Comme dirait ma prof de lettres en prépa, dans ce poème en alexandrin, on ressent clairement un sentiment de solitude face à l'immensité du monde et une volonté aussi de s'en détacher à un moment et de... J'arrête le massacre, je suis pas prof de français et je suis loin d'avoir la prétention de parler en votre nom. Revenons un petit instant en arrière d'ailleurs. Pierre Audalot, c'est assez curieux comme surnom. C'est très bien, hein, on était loin d'être aussi créatif à cet âge. Je ne m'aventurais pas à demander à l'assistance les surnoms qu'on s'était donnés à 14 ou 15 ans pour jouer à Call of Duty ou tweeter. C'est pas forcément les plus glorieux. Mais il faut quand même avouer que Paul Bismuth, c'est plus original. Ça claque, et c'est pas pour rien que c'est resté à la postérité. Trêve de mondanité. La carrière exceptionnelle que vous avez eue en politique, vous la devez, entre autres bien évidemment, à cette envie qui vous anime toujours, et dès que vous étiez adolescent, d'aller au bout de chaque chose que vous entreprenez. Déjà, au lycée Victor Duruy, votre mère vous qualifie de travailleur acharné, et vous rappelez tous les prix d'excellence disponibles, sauf en EPS, précisez-vous, dans un élan de modestie. Vous confiez même que quand vous étiez enfant de cœur, l'idée de ne devenir pape vous aviez traversé l'esprit. Et quand on s'intéresse, comme vous, à la politique, il faut bien dire que le but ultime, c'est d'obtenir la confiance des Français pour présider la République. C'est pas pour plomber l'ambiance, mais on sait tous comment ça s'est fini. Après avoir décroché votre baccalauréat à seulement 16 ans, en 1962, vous passez par une prépa Cagne au lycée Louis-le-Grand, puis vous réussissez du premier coup le concours d'entrée de l'ENS. Je rappelle, au passage, pour l'assistance, qu'il faut rater le concours de l'ENS 2 fois pour devenir président de la République. Vous en sortez agrégé de lettres en 1968, mais avouez, ça serait trop simple de s'arrêter là. En 1968, vous êtes aussi diplômé de Sciences Po Paris, puis enfin, le Graal, l'ENA, promotion Charles de Gaulle en 1972. Politiquement maintenant, vous vous êtes toujours considéré du côté de la raison, ou plutôt de l'ordre, que ce soit dans les finances ou dans la rue. En totale contradiction, disons-le, avec l'air du temps, notamment dans les milieux intellectuels de gauche, mais vous ne vous montrez pas forcément fermé à cette ébullition intellectuelle à la fin des années 60, allant jusqu'à voter pour la première fois pour la Ligue communiste révolutionnaire en 1969. Votre engagement par la suite au RPR ne sera pas de tout repos. Vous enchaînez au début les défaites électorales dans votre vie de Mont-de-Marsan, aux législatives, puis au cantonal. Mais à toute chose malheur est bon, cela vous permet de lier votre destin politique à celui de Jacques Chirac. Vous avez parié sur le bon cheval. Et vous le suivez après, à la mairie de Paris, au présidentiel de 81, aux européennes de 84, puis en 1986, où vous emprochez enfin vos premiers succès électoraux à ses côtés. Vous êtes élu député de Paris et vous êtes nommé successivement ministre du budget, porte-parole du gouvernement, secrétaire général du RPR, puis en 1993, ministre des Affaires étrangères. 1995 maintenant. Je considère que c'est une année charnière dans votre carrière politique. D'abord, là où les défections sont légion à droite en faveur d'Edouard Balladur, ce candidat jeune, dynamique, qui cartonne en tête des sondages et qui va forcément gagner l'élection présidentielle, vous choisissez de rester loyal à Jacques Chirac.
Et il vous le rendra bien, notamment en vous nommant en 1995 toujours Premier ministre. On retiendra aussi de cette année-là la réforme des retraites que vous menez, et qui prévoit, entre autres, l'allongement des durées de cotisation et aussi, point d'achoppement avec les syndicats, la suppression des régimes spéciaux afin d'assainir les finances publiques. Celle-ci se heurte à une mobilisation sans précédent dans la rue pendant plusieurs semaines et dans les services publics. Vous vous sentez alors dans l'obligation d'y renoncer. Comme quoi, tenir tête à des millions de manifestants et négliger les corps intermédiaires, il faut vraiment avoir raté le NS 2 fois pour le faire. En 1995, vous obtenez enfin votre première victoire sur vos terres. Enfin, pas vraiment sur vos terres, puisqu'il s'agit de la mairie de Bordeaux. C'est quand même plus prestigieux que la mairie de Mont-de-Marsan. On va pas se le cacher. Fauteuil que vous occuperez sans discontinuer pendant 9 ans, jusqu'en 2004. Votre destin politique, on l'a vu, est lié à celui de Jacques Chirac. Pour le meilleur, bien sûr, mais aussi pour le pire, car il vous entraîne aussi dans vos déboires judiciaires. En 2004, vous êtes condamné pour prise illégale d'intérêt à 1 an d'inéligibilité et 14 mois de prison avec sursis dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Et oui, ici, dans l'assistance, nous n'avions que 2 ans. Oui, nous n'avions que 2 ans et nous pleurions. Peut-être pas pour vous, je le reconnais, mais nous pleurions quand même, je tiens à le souligner. Vous claquez la porte de la politique française, vous démissionnez de votre mandat de maire et de député de la Gironde, puis vous allez enseigner au Québec pendant 2 ans. Mais c'est se leurrer que de penser qu'on se défait aussi facilement de vous. En 2006, tel Bonaparte, qui revenant de son exil à elle, vole de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame, vous espérez voler d'élection en élection jusqu'au palais d'Élysée. De toute façon, Jacques Chirac n'est plus là, ou plus pour longtemps en tout cas. La mairie de Bordeaux d'abord, ça doit être une formalité. De même que le siège de député de Bordeaux, je suppose. Ah, la présidentielle, ça ne sera pas pour tout de suite. Vous retournez sur le devant de la scène politique nationale en tant que ministre de la Défense, puis ministre des Affaires étrangères en 2011, une période pour le moins tourmentée. Vous attendez sagement votre tour et vous sautez enfin le pas en 2016 en vous présentant à la primaire de la droite et du centre. Tous les indicateurs sont au vert. La droite traditionnelle a le vent en poupe. Votre notoriété et votre popularité sont au plus haut. Votre modération et votre inflexibilité envers l'extrême droite sont à gage pour le centre, voire pour une partie de la gauche, qui ne voit pas trop la différence avec les mesures économiques de François Hollande. À votre droite, rien à signaler forcément, à part votre passage devant le juge qui vous procure une certaine street cred. Encore une fois, on ne voit pas où c'est foiré. Pas de bol. Vous faites dépasser sur votre droite par Fillon. Alors, déjà que c'est une contravention de 4e classe, passible de 135 € d'amende, il se fait lui-même rattraper par une affaire d'emploi fictif. Et patatras. Bon, on connaît la suite, 2016, celui qui a raté 2 fois l'UNS va être élu président, et je vois que voici commence à s'impatienter. Vous êtes resté actif à Bordeaux dans la vie politique locale jusqu'en 2019, où sur proposition du président de l'Assemblée nationale, vous êtes nommé au Conseil constitutionnel. Mais ce chapitre, c'est à vous de nous le raconter maintenant. Merci de m'avoir écouté, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente conférence. Je vous laisse entre les mains expertes de Wassim et Étienne. Merci Aslan pour cette entrée en matière et ce billet d'humeur. Nous allons maintenant laisser la parole à M. Juppé, qui va faire un exposé introductif du sujet du jeu, à savoir état de droit et défense des libertés. Merci et bonsoir à tous et à toutes. Je suis très impressionné par le nombre d'étudiantes et d'étudiants présents dans ce magnifique amphi. Je voudrais remercier les jeunes de m'avoir permis de m'exprimer devant vous. Je remercie aussi l'auteur de ce billet d'humeur. Je me suis à peu près retrouvé dans la présentation qui a été faite. Je ne sais pas pourquoi vous êtes allé exhumer les détestables vers que j'ai écrits quand j'avais 15 ou 16 ans. J'étais pas pour la poésie, mais assez vite. Si vous voulez en savoir davantage, en corrigeant quelques petites inexactitudes de ce billet d'humeur, je vous conseille la lecture d'un excellent ouvrage qui va être publié aux élections Talendier et qui s'appelle Une histoire française et qui est signé Madame Juppé. Ce sont des mémoires jusqu'en 2019. Vous y verrez notamment, juste une petite rectification à laquelle je viens, je n'arrive pas à rétablir la réalité des choses, je n'ai pas fait en 1995 une réforme des retraites. J'ai fait une réforme de l'assurance maladie
qui a été intégralement réalisé avec une réforme constitutionnelle opérée en janvier 1996 et une série d'ordonnances qui sont toujours en cours aujourd'hui. Je ne développerai pas davantage, j'ai eu simplement l'imprudence dans mon discours de dire un mot sur l'utilité peut-être de réfléchir à la réforme des régimes spéciaux de retraite, et c'est ça qui avait mis le feu aux poudres avec les manifestations que vous connaissez. Voilà pour ce rétablissement de la vérité historique. Comme vous le savez peut-être, et comme cela vous a été dit à l'instant, je suis aujourd'hui sage. Mon directeur de cabinet, quand j'étais nommé au Conseil constitutionnel, s'est exclamé « enfin sage ». Je n'ai pas su comment interpréter cette exclamation. Si je vous en parle, c'est que mon statut aujourd'hui m'oblige à un devoir de réserve. Je suis sorti de l'arène politique en 2019, quand je suis rentré au Conseil constitutionnel. J'ai prêté serment de neutralité et d'impartialité sur la vie politique interne, ce qui vous explique que je m'abstiendrai de considérations sur l'actualité politique. Ça tombe bien, puisque le sujet que vous m'avez demandé d'aborder, général et un peu intemporel, il tombe très bien, puisque mardi dernier, très exactement mardi dernier, le 4 octobre de l'année 2023, nous avons célébré au Conseil constitutionnel le 65e anniversaire de la Constitution de 1958 et, par même, du Conseil constitutionnel. On est en plein au cœur du sujet. Je voudrais l'introduire par quelques réflexions aux questions de vos camarades et à vos propres questions, parce que c'est toujours le débat dans ce genre de rencontre qui est le plus intéressant. Si vous me le permettez, d'abord, quelques définitions. Qu'est-ce que c'est qu'une constitution? La meilleure définition que je l'ai trouvée, c'est l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Je cite cet article, qui est très bref. À l'époque, on disait beaucoup de choses en peu de mots. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Ce qui veut dire qu'une constitution, c'est deux choses, la garantie des droits fondamentaux des citoyens, et d'autre part, l'effectivité de la séparation des pouvoirs. Qu'est-ce que c'est que la séparation des pouvoirs? Deuxième petite définition. Là, je me référerai à un de mes auteurs favoris, sur lequel j'ai écrit un petit bouquin il y a quelques années, qui est Montesquieu. Je le cite, « Lorsque dans la même personne, la puissance législative est réunie à la puissance exécutive, il n'y a point de liberté. Parce qu'on peut craindre que le même monarque ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. » En peu de mots, voilà ce que c'est que la séparation des pouvoirs. Celui qui fait la loi n'est pas celui qui l'applique, ni celui qui la juge. Et la démocratie repose sur ce principe de séparation des pouvoirs et de hiérarchie des normes. Au sommet de ces hiérarchies, la Constitution, qui n'est pas une loi comme les autres, qui est un texte législatif, constituant plus exactement, solennel, qui émane directement du peuple, soit par référendum, on y reviendra peut-être, soit par l'intermédiaire de ce représentant, mais au terme d'une procédure solennelle. La loi constitutionnelle n'est pas votée comme une loi ordinaire. Une loi ordinaire, c'est la majorité et c'est l'Assemblée nationale qui alterne les mots. La loi constitutionnelle, elle doit être votée par un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat et avec une majorité des 3/5. Et la hiérarchie des normes, c'est la Constitution, les lois ordinaires et les textes réglementaires qui émanent du pouvoir exécutif. Ces définitions étant rappelées rapidement, un tout petit peu d'histoire. L'Ancien Régime, jusqu'en 1789, c'est l'absence totale de séparation des pouvoirs. Le monarque détient tous les pouvoirs, il fait la loi, il conduit la politique de la nation et il rend la justice. 1789, révolution, rupture totale, déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Lisez ce texte, il est assez court, comporte 16 articles, si je me souviens bien, très bien rédigé. Le premier, vous le connaissez. Les hommes naissent libres et égaux en droit. On dit aujourd'hui les hommes et les femmes. Les hommes, c'est un terme générique pour désigner les êtres humains. Et dans ce texte, on trouve affirmer l'essentiel des principes sur lesquels repose encore aujourd'hui notre Constitution. La loi comme expression de la volonté générale, un principe bafoué très régulièrement qui est la présomption d'innocence. Nul n'est réputé coupable d'avoir été
enfin, chacun est réputé innocent avant d'avoir été condamné. La liberté d'opinion. La Déclaration des droits de l'homme dit même religieuse. À l'époque, l'Église catholique n'était pas très bien vue. La liberté de communication, le droit de propriété, etc. C'est un texte absolument fondateur. De 1789 à 1958, je parlais de l'anniversaire que nous avons célébré la semaine dernière, la France a connu 14 constitutions. Nous sommes un des pays les plus consommateurs de constitutions. 3 sous la Révolution, 3 sous le Consulat et l'Empire, 1 pendant les 100 jours, 2 sous la monarchie restaurée, 2 en 1848-1852, et ensuite la 3e, la 4e et la 5e République. Les États-Unis ont toujours la même constitution, depuis leur déclaration d'indépendance, et les Anglais sont encore plus forts que nous, puisqu'ils n'ont pas du texte réellement écrit. Voilà, je survole cette histoire rapidement et j'en viens à 1958. Je n'étais pas né, enfin vous avez peut-être quelques souvenirs puisés dans les livres d'histoire. Que veut faire le général de Gaulle puisqu'il revient au pouvoir en 1958 à l'occasion de la crise algérienne? Il veut réformer les institutions dans la ligne de ce qu'il a toujours défendu depuis 1946, dans le fameux discours qu'il avait prononcé à Bayeux. Et son idée directrice, c'est que le gouvernement doit pouvoir gouverner et qu'il faut sortir du régime d'assemblée qui a été celui de la 3e ou de la 4e République. Régime d'assemblée, ça veut dire quoi? C'est que c'est l'assemblée qui gouverne. Et le gouvernement est à s'investir en permanence. 2 chiffres permettent de mesurer ce régime d'assemblée. De 1871 à 1940, la France a connu 104 gouvernements. Et sous la 4e République, la durée moyenne des gouvernements était de 7 mois. Ce qui explique en partie les difficultés que nous avons rencontrées à la fois en 40 avec l'effondrement de la 3e République et en 58 avec celui de la 4e République. Et le général de Gaulle a voulu donc changer les choses et il a donné pour consigne au comité consultatif constitutionnel qui a été constitué en 1958 de mettre au point ce qu'on a appelé le parlementarisme rationalisé. On est en régime parlementaire, l'Assemblée nationale était le suffrage universel, naturellement, et c'est elle qui investit le gouvernement, mais le gouvernement doit avoir les moyens de gouverner, même quand l'Assemblée n'est pas tout à fait en ligne avec ce qu'il propose. Alors je ne vais pas faire la liste de ces mesures de parlementarisme rationalisé, encore qu'on en parle beaucoup quotidiennement, presque à la télévision. D'abord, on définit le domaine de la loi, article 34 de la Constitution. La loi ne peut pas tout faire, elle a un domaine, un champ d'application très vaste, mais délimité. Et en dehors de ce champ d'application, c'est le gouvernement qui prend des mesures complémentaires. L'article 40 de la Constitution, dont on ne parle pas beaucoup, c'est un article qui déclare irrecevables les propositions ou les amendements des parlementaires lorsqu'ils entraînent une diminution des ressources publiques ou une aggravation des charges publiques. Quand un parlementaire dépose une proposition de loi ou un amendement qui diminue les ressources budgétaires ou qui aggrave les impôts, l'Assemblée nationale, enfin, il y a une procédure pour cela, le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale ou la présidente de l'Assemblée nationale déclare irrecevable sa proposition ou son amendement, c'est-à-dire qu'il n'est pas discuté ni même examiné. Autre mesure de parlementarisme rationalisé, De Gaulle avait constaté que sous la 4e République, le budget de la nation était parfois voté au mois de mars pour l'exercice en cours. Il a voulu porter remède à cette dérive, si bien que les délais d'examen de la loi de finances sont fixés dans la Constitution. Tout doit se terminer avant le 31 décembre. C'est la même chose dans la réforme constitutionnelle que j'ai faite et qui a créé les lois de financement de la sécurité sociale. Je ne vais pas être exhaustif, je ne peux pas ne pas citer l'article célébrissime 49.3. C'est donc un article qui prévoit que lorsque le gouvernement n'a pas de majorité, qu'il veut absolument faire voter un texte, ce texte est réputé adopté par le Parlement, sans vote, dès lors que la motion de censure qui a été déposée par l'opposition n'a pas été votée. Et c'est une mesure qui existe dans la Constitution depuis 1958. Il y avait peut-être été encadrée en 2008,
Et elle existe depuis les origines, elle a été utilisée par tous les gouvernements. Je crois que le recordman du 49.3 a été, avant Madame Borne, M. Rocard. Voilà tout ce qu'il y a dans la Constitution de 58 permis de renforcer la main du pouvoir exécutif, avec évidemment une réforme qui suit en 1962, qui est l'élection du président de la République au suffrage universel direct, alors qu'en 58 il est élu par un collège réduit, et le fait que le président porte cette légitimité populaire lui donne effectivement un rôle et une autorité tout à fait exceptionnelle. Alors, je ne rentre pas à ce stade dans les révisions de la Constitution, je peux comprendre qu'il reviendrait peut-être. Quel bilan peut-on faire de cette Constitution au bout de 65 ans de fonctionnement? Je vais m'en référer à ce qu'a dit le président de la République lorsqu'il est venu chez nous la semaine dernière. Il nous a expliqué que c'était une bonne Constitution. En tout cas, elle a le mérite d'avoir duré. 65 ans, c'est presque la durée maximum. Celle de la Troisième République a duré aussi 65 ans, de 1860 à 1940. On va la dépasser, peut-être. Enfin, sûrement, parce qu'elle ne sera pas révisée dans quelques mois si elle est jamais. Elle a évolué. 24 révisions de la Constitution en 65 ans, dont certaines tout à fait fondamentales, je ne m'y attarde pas. Aujourd'hui, elle donne lieu quand même à des débats, dont vous êtes témoins. Est-ce que ce renforcement du pouvoir exécutif n'est pas allé trop loin, bien qu'on ait essayé en 2008 de rectifier le tir? C'est ce qu'on appelle la verticalité du président de la République. On adore inventer des mots nouveaux. Avant, on disait la concentration du pouvoir dans les mains du président, maintenant on parle de sa verticalité. Il est debout, il est vertical, tant mieux. Je voulais ça qu'un président couché. Donc on s'interroge sur la question de savoir peut-être de corriger cette verticalité. Deuxième problème qui est en discussion, alors, qui est plus général, qui ne concerne pas seulement la France, et qui nous amène à réfléchir sur l'évolution institutionnelle, c'est la crise de la démocratie représentative. La démocratie représentative, c'est-à-dire le fait pour les citoyens de se choisir des représentants à qui ils donnent au mandat les représenter pendant la durée de leur mandat, précisément, cette conception de la démocratie représentative qui est inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens est en crise aujourd'hui partout. Un symptôme, le taux d'abstention des élections. On peut faire lever leur auditoire, en tout cas, pas exemplaire en ce domaine. Un taux d'abstention très élevé chez les jeunes de moins de 25 ans, le discrédit des partis politiques, etc. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une crise de cette démocratie représentative et une exigence accrue des citoyens de participer entre deux élections à l'élaboration des décisions qui les concernent. On appelle ça la démocratie participative ou continue, des différents vocabulaires. Voilà, alors face à cette situation, il y a des pistes de réflexion aujourd'hui de réforme. On nous parle de la 6e République. Ça fait un certain temps que je cherche ce que ça pourrait être. Je n'ai pas encore trouvé. Il faut faire confiance à ceux qui défendent cette idée, pour la préciser. On nous parle de revenir au septennat ou au sextennat, avec des élections intermédiaires. On reviendra peut-être si vous le souhaitez. Lorsqu'il est venu dans le Conseil constitutionnel la semaine dernière, le président de la République a tracé 3 pistes de réflexion et de réforme. Première piste, l'extension du référendum pour donner la parole au peuple en direct. J'y reviendrai aussi tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est très difficile parce que le champ du référendum est limité et que la procédure du référendum d'initiative partagée a été conçue pour ne pas fonctionner. C'est parfois des réformes comme ça. Des réformes imposées qu'elles ne marchent pas. Donc, est-ce qu'il faut revenir à cela pour faciliter le recours au référendum? Deuxième piste, développer les modalités d'association, de consultation des citoyens à l'élaboration d'un de droit. Ça a été la Convention citoyenne pour le climat, le Conseil national de la refondation, toutes sortes de processus qui existent au niveau local. Un bon maire, à ce propos, avant d'aller à Bordeaux, j'ai été élu maire d'une unité avant voilà. Un bon maire, il écoute ses concitoyens, il a des instances de concertation, des conseils de quartier, des
des collectifs associatifs, des collectifs de riverains, etc. Sinon, ça ne se passe pas. Au niveau national, c'est plus compliqué. Donc, deuxième piste. Et enfin, troisième piste, la décentralisation, justement, avec cette idée de rapprocher le niveau de décision du citoyen, de façon qu'on n'ait pas l'impression que tout tombe du ciel. Voilà, je m'arrête là sur la Constitution. Je voudrais quand même dire un mot, si vous m'autorisez encore, sur le Conseil constitutionnel. Puisque je vous ai dit que la Constitution avait 65 ans, et le Conseil constitutionnel aussi. Certains de ses membres, un peu plus. Pourquoi? Tout simplement parce que le Conseil constitutionnel est une création de la Constitution de 1950. Dans les constitutions précédentes, il n'y a pas d'organe chargé de vérifier que les lois respectent la Constitution. C'est un peu comme en Grande-Bretagne aujourd'hui, le Parlement qui considère qu'il a des règles. Et donc là, le général de Gaulle fait inscrire dans la Constitution la création de ce Conseil. C'est le titre 7 de la Constitution. Donc il y a dans la Constitution un titre entier, 9 articles qui traitent du Conseil constitutionnel, avec son rôle initial qui relève de ce qu'on avait appelé tout à l'heure le parlementarisme rationalisé. On a appelé à ce moment-là le Conseil constitutionnel le chien de garde de l'exécutif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était censé vérifier que le Parlement n'empiétait pas sur les compétences du pouvoir exécutif, du président et du gouvernement. Et c'était si vrai qu'il ne pouvait être saisi à l'origine que par le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Ce qui veut dire qu'il n'était pas saisi souvent. On avait nos prédécesseurs qui disaient au Conseil constitutionnel, on s'ennuie. Pas grand-chose. Ça a complètement changé au fil des années, avec 3 révolutions qui ont changé profondément le fonctionnement et le rôle du Conseil constitutionnel. Première révolution, 1971, ça c'est une décision du Conseil constitutionnel lui-même qui dit les normes de référence par rapport auxquelles je vérifie la conformité de la loi, c'est la Constitution de 58, mais aussi la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le préambule de la Constitution de 1946, c'est très important, qui introduit toute une série de droits sociaux, l'égalité entre les hommes et les femmes, le droit des grèves, la liberté syndicale, etc. Donc, le Conseil constitutionnel élargit ce qu'on a appelé le bloc de constitutionnalité par rapport auquel il juge de la conformité de la loi. Il y aura un nouvel élargissement en 2004, lorsque Jacques Chirac aura fait voter la charte de l'environnement, qui en 2005 fera partie du bloc de constitutionnalité. Deuxième révolution du Conseil constitutionnel, 1974, sous la proposition du président Giscard d'Estaing, désormais le Conseil peut être saisi par 60 députés ou 60 sénateurs. Je vous ai dit qu'à l'origine, il était saisi que par quelques autorités. Là, il peut être saisi, quand la loi a été votée et avant qu'elle ne soit promulguée, par 60 députés ou 60 sénateurs, ce qui veut dire que c'est un droit supplémentaire donné à l'opposition. Parce que, bien évidemment, ce n'est pas la majorité qui vient de voter la loi qui va contester la loi. C'est l'opposition qui l'a combattue, qui a ainsi le droit de saisir le Conseil constitutionnel. Et puis, enfin, troisième révolution dans le rôle du Conseil, 2008, à l'occasion d'une grande réforme de la Constitution sur laquelle on va peut-être, on crée ce qu'on appelle, constituant crée la question prioritaire de constitutionnalité. Jusqu'à présent, si vous m'avez bien suivi, seuls les parlementaires pouvaient saisir le Conseil constitutionnel, avant même que la loi soit promulguée, ce qu'on appelle le contrôle a priori. Avec la création de la question prioritaire de constitutionnalité, n'importe quel citoyen, à l'occasion de n'importe quel procès, devant un tribunal administratif ou un tribunal judiciaire, peut dire, attention, on va m'appliquer une disposition législative, une loi, même ancienne, dont je considère qu'elle n'est pas conforme à la Constitution. Vous voyez que c'est un droit tout à fait nouveau qui est donné aux citoyens. On appelle ça parfois d'ailleurs la question citoyenne de constitutionnalité. Vous imaginez que si les choses étaient entièrement ouvertes, il faudrait multiplier par 10 les membres du Conseil constitutionnel. Il y a donc un filtre. Et ce filtre, c'est pour les tribunaux judiciaires la Cour de cassation, pour les tribunaux administratifs le Conseil d'État qui l'exerce. Ça consiste en quoi? Ça consiste à regarder si la disposition critiquée s'applique bien au litige. Deuxièmement, si elle n'a pas déjà été jugée dans le Conseil constitutionnel. Et troisièmement, si elle est sérieuse. Si la Cour de casse ou le Conseil
considère que ces trois conditions sont réunies, ils nous transmettent la QPC. Ça représente aujourd'hui 80% de notre activité. Et ça a transformé le Conseil constitutionnel de chien de garde de l'exécutif en garant judiciaire, ça fait beaucoup de monde, et je prétends, en modeste part, que à l'âge, j'ai appris un peu de droit public, et en tant qu'inspecteur des finances, j'ai appris un peu de droit fiscal. Donc, et en tout cas, je pense que ce qui fait la force du Conseil, c'est la diversité de son rôle. Quand nous examinons des questions qui ont trait au droit de l'urbanisme, c'est très intéressant d'avoir d'anciens élus locaux, qui ont été à la manœuvre concrètement. Et je prétends d'autres exemples. Enfin, on peut toujours changer de choses encore. On nous a reproché aussi de ne pas avoir une procédure véritablement contradictoire, donc de ne pas être une vraie juridiction. Ça n'est pas vrai pour les QPC, je l'ai dit, on écoute les avocats, on les reçoit, ils plaident, et ensuite on les libère. Et nous avons changé notre règlement pour les saisines directes des parlementaires. On recevait toujours leurs observations écrites, bien sûr, et maintenant nous les auditionnons, quand ils le souhaitent, dans le cadre d'une procédure contradictoire. Voilà, est-ce qu'il faut transformer le Conseil constitutionnel en Cour suprême unique, changer son nom, Cour constitutionnelle ou Conseil constitutionnel? Pourquoi pas? Mais Cour suprême unique, ça veut dire qu'on fusionne le Conseil d'État et la Cour de casse. Bonjour les dégâts. Voilà. En tout cas, il me semble que dans ces réformes, dans les idées qui circulent aujourd'hui, il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Malheureusement, elle est franchie par certains c'est de donner au Parlement le droit de passer outre aux décisions du Conseil constitutionnel. C'est ce qui est en cours dans certains pays. Et l'idée est en France. Pourquoi est-ce que c'est une ligne rouge? Parce que c'est la négation de la séparation de pouvoirs. C'est-à-dire que celui qui fait la loi juge de la conformité de la loi à la Constitution. Alors, il faut bien distinguer le pouvoir constituant et le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif appartient au Parlement et il doit respecter la Constitution. Le pouvoir constituant appartient au peuple, par référendum, ou au Parlement dans le cadre des procédures que je rappelais tout à l'heure, et le Conseil constitutionnel n'a pas à juger le pouvoir constituant. Bien sûr, il s'impose à lui. Donc je pense que cette hiérarchie des normes fait partie véritablement de l'édifice de l'État de droit et de la protection de nos libertés. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, je pourrais vous donner quelques exemples de notre jurisprudence récente pour vous montrer comment on travaille, pour vous montrer comment, en particulier aujourd'hui, nous prenons de plus en plus en compte des préoccupations environnementales dans notre jurisprudence, comme d'autres cours constitutionnelles européennes, parce que nous travaillons ensemble, bien sûr. Et enfin, je vais bien laisser la place à nos camarades qui ont préparé des questions perfides, particulièrement incisives, auxquelles je serai d'accord. Merci de votre attention. Merci, M. Dubé, pour cette petite remise en contexte du sujet. On va directement rentrer dans le vif du sujet, on va pas perdre de temps. 65 ans de la Constitution de la Ve République, certes, c'est un symbole de stabilité. Mais en même temps, durant son allocution pour l'anniversaire de la Constitution, le président de la République, Emmanuel Macron, a rappelé que cette Constitution nécessite peut-être quelques révisions. Quelques révisions, je cite, de nature à répondre aux aspirations démocratiques de notre temps. Pour lui, elles sont nécessaires. Quel regard portez-vous sur ce sujet? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le président de la République, quand il est venu au Conseil la semaine dernière, a d'abord constaté que la Constitution était une bonne Constitution. Qu'elle a duré et qu'elle assurait la stabilité de nos institutions. Mais il a également dit que toute œuvre humaine devait s'adapter. La Constitution de 1958 n'a pas cessé de s'adapter. Elle a connu, en 65 ans, 24 révisions. Nous avons un peu tendance, chaque fois qu'il y a un problème, à vouloir réviser la Constitution pour y ajouter quelque chose. Un juriste célèbre avait dit « Il ne faut toucher à la Constitution que d'une main tremblante ». Et nous y touchons souvent. Alors j'ai évoqué quelques-unes de ces réformes, 62 avec l'élection du président de la République, au suffrage universel, les réformes qui ont constitué les révisions qui ont concerné le Conseil constitutionnel, en 2000, le passage du septennat au quinquennat, et la modification du calendrier des élections, qui a été une vraie révolution. Aujourd'hui, c'est une question qui se pose. Un président
élu pour 5 ans, avec immédiatement après une élection législative, il devient, en général, pas toujours, c'est pas le cas de la dernière fois, le chef de la majorité parlementaire. Donc ça change un peu la nature du régime, ça renforce le pouvoir du président de la République, ça efface celui du Premier ministre et ça donne donc une cohésion, sauf quand, évidemment, malgré le scrutin majoritaire à 2 tours, la majorité n'est pas exactement sur la même ligne que le président. Autre réforme, la Chambre de l'environnement, comme je l'ai dit, qui a introduit donc 10 articles extrêmement importants dans la Constitution, avec en particulier son article 1er qui consiste à dire que chaque citoyen a le droit de vivre dans un environnement harmonieux et protecteur de la santé. Et puis enfin, la grande réforme de 2008, sous l'impulsion, après un comité qui était présidé par Édouard Philippe, sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, qui était président de la République à l'époque, qui a visé à renforcer les pouvoirs du gouvernement. C'est là, par exemple, que le nombre de mandats du président de la République a été limité à 2. C'est là que le Parlement a retrouvé une part de responsabilité dans la définition de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et du Sénat. Avant cette réforme, c'était le gouvernement qui décidait de l'ordre du jour. Maintenant, la décision est partagée. Ensuite, le Parlement, en séance plénière, ne discute plus du texte du gouvernement, mais du texte qui est issu de la Commission, ce qui permet de renforcer aussi les pouvoirs du Parlement. Et puis enfin, il y a eu l'encadrement du 49.3, puisqu'aujourd'hui, ce 49.3 ne peut plus être utilisé en dehors des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale qu'une fois par session parlementaire, alors qu'avant, il pouvait être invoqué à tout propos. Vous voyez qu'il y a eu cette réforme, donc ma réponse à votre question est très claire, la Constitution n'est pas figée. On peut même se demander si elle n'est pas un peu trop fluctuante. Et le président de la République annonce de nouvelles révisions, indépendamment de ce que j'ai dit tout à l'heure, notamment la révision qui sera nécessaire pour définir le statut de la Nouvelle-Calédonie, nouveau statut, sera d'accord sur ce qu'il faut être, le statut de la Corse aussi, et l'autonomie dans la République qui a été indiquée comme perspective et comme objectif du gouvernement, et d'autres considérations encore, en particulier l'extension du référendum. Vous voyez que tout peut bouger encore, à condition qu'il y ait une majorité pour le faire. Et je vous rappelle comment on révise la Constitution. Il y a 2 articles sur le référendum dans la Constitution. L'article 11, qui dit que sur proposition du président, du Premier ministre ou de parlementaires, on peut réformer la Constitution pour ce qui concerne l'organisation des pouvoirs publics et les politiques économiques, sociales et environnementales de la nation. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire un référendum article 11 sur n'importe quoi. Il est probable qu'un référendum sur la peine de mort n'entrerait pas aujourd'hui dans le cadre de l'article 11. Donc, première question, est-ce qu'il faut élargir le champ d'application de l'article 11 ou pas? Ce n'est pas une question théorique. Nous avons au Conseil constitutionnel repoussé plusieurs référendums d'initiative partagée, parce que nous avons estimé que le texte qui était soumis à référendum ne constituait pas une réforme de la politique économique, sociale et environnementale de la nation. Donc, première question, comment on fait? Je fais une petite parenthèse historique. Le général de Gaulle, qui était le général de Gaulle, lui, avait fait voter la réforme de la Constitution, la révision qui instaurait l'élection au suffrage universel direct par l'article 11, ce qui était une violation de la Constitution. Et une fois que la loi a été votée, le Conseil constitutionnel a dit « j'y peux rien ». Le peuple s'est prononcé, la loi constitutionnelle est définitive, donc non. Cela dit, aujourd'hui, le président Fabius a dit à plusieurs reprises, nous avons le droit, considérons que nous avons le droit, de vérifier le décret de convocation des électeurs pour le référendum article 11. Et dans ce décret de convocation, nous vérifierons si on entre bien dans le champ d'application de l'article 11 ou pas. Le deuxième article, c'est l'article 89, qui est le seul article qui permet de réviser la Constitution. Comment ça se passe? Proposition par le Parlement ou projet de réforme de l'exécutif. Il faut d'abord que la réforme soit votée dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat. Ça, c'est une originalité, parce que les lois ordinaires, c'est l'Assemblée nationale qui est le dernier mot. Là, il faut un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat.
après, ça part en référendum, sauf si le président de la République décide de réunir le Congrès, et le Congrès, c'est l'Assemblée nationale plus le Sénat, qui doit alors voter la réforme à la majorité des 3/5. C'est pour ça que je disais en commençant que la loi constitutionnelle n'était pas une loi comme les autres, c'est une loi exceptionnelle, solennelle, qui exige une majorité particulière. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, une nouvelle révision constitutionnelle va être possible? Là, je sors de mon pouvoir de je ne ferai pas de pronostic sur l'état des forces actuelles entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Merci, M. Juppé, pour cette réponse. J'aimerais qu'on s'attarde un peu sur les 65 ans. 65 ans, c'est un marqueur incontestable de longévité, de robustesse, mais cela peut aussi montrer une certaine forme d'épuisement du fonctionnement de notre Ve République. Par exemple, certaines forces politiques, comme vous l'avez dit, dénoncent l'hyper-présidentialisme de ce système. Et donc, ma question est simple, est-ce que la Constitution de 1958, voulue par le président de Gaulle, est dépassée? Ne voyons-nous pas des limites à cette Constitution? Et tout simplement, n'est-ce pas le moment d'imaginer une autre République? J'ai déjà un peu répondu à cette question et je n'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin parce que là, je risque de participer à un débat qui va être très vif dans les semaines et les mois qui viennent, puisque normalement, le Parlement doit être saisi des projets de révision constitutionnelle. Alors, hyper-présidentialisation, tout le monde le constate. Certains juristes disent que ce qui compte, c'est les textes, c'est plus encore la personnalité. Le général de Gaulle a appliqué la Constitution différemment de la façon dont l'a appliqué François Hollande, qui était lui-même pas exactement sur le même ligne que François Mitterrand. Donc dans cette hyper-présidentialisation, le comportement des individus est peut-être aussi important que les textes eux-mêmes. Cela dit, il y a peut-être effectivement un problème, d'où l'idée de remettre en cause quinquennat plus élection législative, donc on considère parfois que ça a accentué cette primauté du président de la République. D'où la proposition du retour au septennat, d'un sexennat avec entre les deux une élection législative. Pourquoi est-ce qu'on a fait le quinquennat? À l'époque, c'était en 2000, j'ai oublié de les citer dans les grandes, si je les citais dans les grandes révisions de la Constitution, pour éviter la communication. On a eu à 2 reprises, entre 86 et 88, François Mitterrand président, Jacques Chirac Premier ministre, et entre 93 et 95, François Mitterrand président et Édouard Balladur Premier ministre, une configuration où le président et le Premier ministre n'étaient pas de la même couleur politique. Et beaucoup ont considéré que ça n'était pas un système très sain, qui risquait de paralyser le fonctionnement des pouvoirs publics, ce qui n'a pas été le cas, en réalité. Enfin, pour se prémunir contre le retour à cette cohabitation, on a dit quinquennat suivi d'élections législatives, avec l'idée que les élections législatives confirmeraient la majorité du président. Et que la campagne des élections législatives serait toute simple. Donner au président que vous voulez d'élire une majorité pour gouverner. Ça a fonctionné plusieurs fois, sauf la dernière, où M. Macron a été réélu et où il n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc, voilà aujourd'hui pourquoi on envisage de revenir sur cette disposition du quinquennat. Bon, ça c'est la première critique faite à la Constitution, l'hyper-présidentialisation ou la verticalité. Est-ce qu'il faut revenir à un régime parlementaire? À la gouvernement de 7 points? Bon, le peuple français décidera, on verra. La deuxième critique me paraît beaucoup plus fondamentale, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la crise de la démocratie représentative. Elle n'est pas nouvelle. Un politologue, historien, sociologue, dont j'aime bien les travaux, qui s'appelle Pierre Rosanvallon, plutôt rocardien d'ailleurs, sur les plans politiques, a écrit il y a même une décennie un texte dans lequel il distingue la démocratie d'autorisation et la démocratie d'exercice. Démocratie d'autorisation, je vote, et j'autorise celui pour qui je vote à me représenter pendant 6 ans si c'est pour la mairie, 5 ans si c'est pour l'Assemblée nationale,
6 ans si c'est pour le Sénat, etc. Et la démocratie d'exercice, qui elle consiste pour le citoyen à continuer à être associé aux décisions qui le concernent entre 2 élections. Et ce qu'on constate pour différentes raisons très profondes, c'est que de plus en plus, les citoyens d'un pays comme la France ou des démocraties avancées, c'est de participer par la démocratie d'exercice plus que par la démocratie d'autorisation. Comment on fait? Comment on fait pour mieux associer le citoyen à la prise des décisions que les concernent? Il y a des tas d'idées qui circulent. J'essaierai de ne pas faire la promotion des idées les plus farfelues. Moi, je me réfère souvent à l'expérience locale. Je l'ai dit tout à l'heure. Un maire qui ne développe pas des procédures de consultation, voire de codécision avec ses citoyens, ben, il n'est pas réélu. C'est les conseils de quartier, c'est les collectifs de riverains. Moi, je vois bien comment j'ai procédé à Bordeaux. Quand j'ai été élu la première fois en 1995, je tombe un jour sur une salle des fêtes qui était complètement délabrée. Je dis, on va changer ça. Je choisis un architecte, on fait les travaux, boum, c'est fait en un an. 10 ans après, même topo dans un autre quartier, magnifique salle. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai constitué un comité de riverains et je leur ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Je voulais garder la grande nef centrale de cette halle. Ils m'ont dit, non, on veut des salles de réunion, on veut une salle de théâtre, etc. Ok, c'est vous qui décidez, et donc on va faire ce que vous avez souhaité qu'on fasse. Et c'est comme ça que les décisions sont venues. Donc ça fonctionne assez bien sur le plan local, sans être de l'enthousiasme tout à fait excessif, hein, parce qu'il y a des professionnels de la participation au niveau local. Vous faites un budget participatif, ce que font toutes les communes, y compris Grenoble. C'est-à-dire que vous mettez à la disposition des citoyens un crédit en leur disant vous allez choisir ce qu'on va faire avec ce crédit dans votre quartier. Qu'est-ce que vous voulez? Refaire une place, mettre une rue piétonne, etc., rénover une école, on vous donne un budget. Et vous allez choisir les projets que vous voulez faire. Taux de participation, lorsqu'on lance un budget participatif dans la population, quand c'est vraiment réussi, on dépasse les 10%. Souvent, c'est moins de 10%. Donc voilà, même au niveau local, il ne faut pas se faire trop d'illusions sur le bon fonctionnement de la démocratie participative. Tout le monde réclame, mais quand il s'agit d'aller participer concrètement, là, il y a moins de monde. Comment on fait ça au niveau national? C'est vraiment difficile. C'est une procédure que M. Macron a essayé d'instaurer, je vous ai cité, Conseil national de la réformation, le comité, je sais pas comment ça s'appelait, pour le climat, la Convention nationale pour le climat, etc. Ça fonctionne qu'à cas. Quand on dit à la Convention nationale pour le climat, on prendra toutes vos propositions sans filtre, et qu'à la sortie, le filtre vraiment canalisé, ça laisse une certaine insatisfaction. Donc voilà, c'est un sujet extrêmement sensible, extrêmement compliqué. Est-ce que la réponse, c'est le référendum? Vraisemblablement. Le référendum d'initiative partagée, je vous ai dit tout à l'heure que c'était l'exemple même d'une réforme qui a été conçue pour ne pas fonctionner. Comment ça marche, un référendum d'initiative partagée? 20% des parlementaires déposent un texte de loi et saisissent le Conseil constitutionnel pour soumettre ce texte de loi à référendum. À partir de là, le Conseil constitutionnel doit vérifier que 10% du corps électoral va signer la proposition de loi. Ça fait 4 700 000 signatures. La première fois, sur un DP, l'aéroport de Paris, il y en a eu 2,5 millions. Sur la deuxième fois, avant que le Conseil constitutionnel doit vérifier que le texte de la loi entre bien dans l'article 11. Je vais le voir tout à l'heure. Et c'est la raison pour laquelle on a retourné à notre avis un peu plus tard. Une fois que ça est fait, il faut 9 mois pour recueillir les signatures. Au bout de 9 mois, normalement, on va voir le référendum, sauf si l'Assemblée nationale ou le Parlement examine la loi. Je ne dis pas la note, l'examine. Ça fait tomber le référendum. Donc vous voyez que ce n'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut rénover cette procédure de référendum d'initiative partagée pour permettre davantage aux citoyens de s'exprimer? C'est une des idées qui a été mise sur la table, et on verra si elle prospère et si la Constitution peut être modifiée en ce sens. Pardon, j'ai été un peu long sur cette question, c'est assez compliqué. Merci pour votre réponse détaillée, M. Juppé. On va passer à la deuxième thématique de cette session de questions-réponses.
On va parler maintenant de l'état de droit, le cœur du sujet d'aujourd'hui, et voir un peu ce que ça englobe. Une petite actualisation. Déjà, l'état de droit, ça fait partie clairement de l'Union européenne. C'est-à-dire que l'article 2 du traité de l'Union européenne cite l'état de droit. Et comme on l'a évoqué, on a vu que le Conseil constitutionnel il est vu comme étant le garant de l'état de droit. Sauf que récemment en France et en Europe, donc, il y a de plus en plus de questions, de plus en plus de gens en fait, qui remettent en question l'état de droit. En France, on peut citer les derniers débats présidentiels de 2022, notamment votre président Laurent Fabius qui s'inquiétait justement des critiques sur l'état de droit, qui voyait qu'il y avait vraiment voilà, la société qui commençait à se questionner sur ce modèle. Mais également la Hongrie qui a été entre guillemets, jugée par la Cour européenne par rapport au fait qu'elle ne respectait pas l'état de droit par rapport à certaines réglementations. Est-ce que vous pensez que cette tendance entre guillemets, de remise en question de l'état de droit, est-ce qu'elle est vouée à s'intensifier selon vous ou c'est juste de passage? Donc poser des questions simples, pour répondre par oui ou par non. Je sais que c'est trop long, c'est une question majeure, essentielle et très compliquée. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, l'état de droit est menacé. Je vous rappelle ce que c'est que l'état de droit. L'état de droit, c'est un système qui est fait pour garantir les libertés fondamentales du citoyen. Notre privilège en démocratie est un privilège de plus en plus rare. Ça marche comment? D'abord, hiérarchie des normes, la Constitution, approuvée par le peuple, ou ses représentants en majorité qualifiée, la loi, quand on vérifie la conformité à la Constitution, Conseil constitutionnel, et puis les actes de pouvoir réglementaire contrôlés là par le Conseil d'État. Ça, c'est la hiérarchie des normes. Deuxième principe fondamental de l'État de droit, la séparation du pouvoir. Celui qui fait la loi n'est pas celui qui conduit la politique du gouvernement, n'est pas celui qui rend la justice. Et ça, de mon point de vue, c'est non négociable. C'est deux piliers absolument fondamentaux. Ils sont contestés de deux manières. Premièrement, parce qu'on trouve que les juges ont trop de pouvoir. C'est le gouvernement des juges. Je conteste tout à fait cette affirmation. Les juges, ils ne font que ce que l'État de droit leur demande de faire. Je prends l'exemple du Conseil constitutionnel. Nous sommes chargés de vérifier la conformité de la loi à la Constitution. Mais nous ne sommes pas le pouvoir constituant et nous ne jugeons pas le pouvoir constituant. Le pouvoir constituant est parfaitement libre de réviser la Constitution. C'est lui qui a le dernier mot. C'est le peuple qui a le dernier mot. Nous vérifions simplement que la loi ordinaire soit conforme à la Constitution. Deuxième, d'où l'idée, à mon avis, dangereuse, selon laquelle le Parlement pourrait passer outre la décision du Conseil constitutionnel. C'est ce que certains pays, et pas parler d'Israël dans la situation absolument tragique dans laquelle on se trouve aujourd'hui, enfin, c'est le projet de M. Netanyahu de faire en sorte que la Knesset puisse passer outre la décision de la Cour constitutionnelle israélienne. Et il y a des tentatives de même nature en Hongrie ou en Pologne. Bon, je crois qu'il faut vraiment combattre ces tentatives parce que c'est l'architecture même de l'État de droit qui est en cause. Deuxième critique, c'est, mais de toute façon, tout ça nous échappe, c'est le droit européen qui s'impose. Et c'est donc le gouvernement des juges, la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour de justice de l'Union européenne. Là encore, je pense que c'est une erreur complète d'analyse. Je veux dire un mot sur la Cour de justice de l'Union européenne. Premièrement, entrer dans l'Union européenne, devenir membre de l'État de l'Union européenne, c'est adhérer à des valeurs fondamentales, à des traités, et d'y adhérer librement. Et dans ces traités figure une charte des droits fondamentaux des citoyens européens qui énonce un principe majeur qui est le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté, de la solidarité et toute une série de droits. Donc quand on entre dans l'Europe, on accepte ça. Si on n'accepte pas, on n'entre pas. On ne peut pas avoir la banque sans l'état de droit. Il faut choisir. Il faut les deux. Donc ça c'est mon premier point. Deuxième point, les règles qu'édicte l'Union européenne, ce n'est pas Bruxelles qui les fait. Ce n'est pas la Commission qui les fait. Ce n'est pas un processus bureaucratique. Les règles, elles sont adoptées par des institutions qui sont démocratiques. Les chefs d'État et de gouvernement, qui sont tous élus.
différentes années. Enfin, on va faire le tour de cette étape. Ensuite, par le Parlement européen, qui est également élu directement au suffrage universel, on a beaucoup développé depuis les derniers traités la codécision entre le Parlement européen et le Conseil européen, le Conseil des ministres. Donc la Commission propose, sauf cas particulier dans son domaine propre de compétences tout à fait subsidiaire, ce n'est pas elle qui décide. Donc il n'est pas exact de dire que nous sommes victimes de la bureaucratie de Bruxelles. Troisièmement, nous avons accepté dans les traités, et nous l'avons accepté sciemment, la primauté du droit européen dans le cadre du traité européen sur la loi interne. Quand il y a une loi européenne, elle s'impose à la loi interne. Dans quelles conditions? La loi européenne, ça peut être un règlement. Le règlement, il est immédiatement applicable. Ou une directive. La directive, elle peut être adaptée. Elle doit être transposée en droit interne. Parce qu'elle laisse des marges de manœuvre au gouvernement de chacun des États membres. Qu'est-ce qui se passe en France? C'est connu comme le loup blanc. Et on n'arrive pas à y remédier. C'est que, utilisant un vocabulaire un peu technique, nous surtransposons les directives européennes. C'est-à-dire que nous leur faisons dire plus qu'elles ne disent. Nous ajoutons des normes à ce qu'elles prévoient. Tout simplement parce que parfois on a été battu à Bruxelles, on n'est pas arrivé à faire adopter notre texte et hop, on y revient au moment de la transposition. Donc là encore, ce n'est pas l'Union européenne qui nous étrangle, c'est nous-mêmes qui nous fixons des normes excessives. Enfin, dernière chose, la primauté du droit européen, avant de ne pas trop entrer dans un détail trop technique, elle n'est pas absolue. D'abord, les directives, je l'ai dit, laissent une marge de manœuvre aux États, et ensuite le Conseil constitutionnel a élaboré une doctrine qui a longtemps prêté à discussion, au terme de laquelle une loi européenne ne peut pas porter atteinte à l'identité constitutionnelle de la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'une liberté protégée par la Constitution française n'est pas protégée par le droit européen, c'est la Constitution française qui protège. Donc vous voyez que nous ne sommes pas très éloignés. Enfin, dernière remarque, entre ces différentes instances, Conseil d'État, Cour de cassation, Conseil constitutionnel, Cour de justice de l'Union européenne, Cour européenne des droits de l'homme, on se parle. C'est ce qu'on appelle le dialogue des juges. On se rencontre, on échange nos jurisprudences, on essaye de ne pas aller vers les décisions contradictoires entre les différentes cours, les différentes instances. Donc voilà pourquoi je pense qu'il est assez abusif de parler de gouvernement des juges. Une dernière remarque enfin, qu'est-ce qu'ils font les juges? Ils appliquent les lois. Qui fait les lois? Je voulais inscrire au fronton de l'Assemblée nationale la phrase suivante de Montesquieu: quand il est nécessaire de ne pas faire une loi, il est nécessaire de ne pas en faire. Tout le monde aujourd'hui dénonce l'inflation législative. Dès qu'il y a un problème, on fait une loi. Alors après, les juges appliquent la loi. Et donc on estime qu'on est enserré dans des normes ou des contraintes excessives. Il faut légiférer moins. Il faut légiférer sur l'essentiel. Les prédécesseurs dénonçaient des lois bavardes. Aujourd'hui, quand une loi arrive au Parlement sur proposition du gouvernement, elle a 20 d'articles. Quand elle en sort, elle a 150 à 200 pages. On va rajouter des amendements à tout propos et à tout propos. Donc voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a l'impression parfois que les normes nous étouffent. Merci Monsieur Juppé pour ce beau développement. Je pense qu'il n'est pas beau, qu'il est convaincant.